La vidéo a commencé par un plan tremblant, un couloir sombre, et la voix de mon mari déchirant le silence. Est-ce qu'elle est déjà partie? Puis vint le rire étouffé d'une femme. Trop intime, trop complice. Mon pouls a bondi instantanément. Je ne comprenais pas encore le contexte, mais mon corps semblait savoir avant moi. Un instant plus tard, l'écran s'est éclairci, révélant une porte que j'ai reconnue avec une certitude révoltante. Notre appartement fraîchement acheté dans le quartier de la Pardieu à Lyon. Je m'appelle Camille, j'ai 30 ans. Et il y a seulement 3 jours, mon mari et moi organisions la grande pendaison de crémaillère que nous préparions depuis des mois. Les invités portaient des toasts à notre vie parfaite, à notre nouveau départ, à notre appartement de rêve. Si seulement ils savaient. Ce matin, en déballant les sacs de cadeaux et en triant les cartes de vœux, je l'ai trouvé, une petite clé USB argentée fixée à une note écrite d'une main pressée. Regarde ça pendant que ton mari est au travail et tu comprendras enfin pourquoi il était si pressé d'acheter cet appartement. J'ai d'abord levé les yeux au ciel. Probablement une blague, une amie jalouse, quelqu'un essayant de créer un drame inutile, mais le message me trottait dans la tête jusqu'à ce que je finisse par la brancher sur mon MacBook. L'enregistrement montrait mon mari entrant dans l'appartement 2 semaines avant même que nous ne signions les papiers chez le notaire, accompagné d'une femme dont la silhouette m'a noué l'estomac. Puis la caméra s'est approchée, l'image est devenue plus nette, et j'ai enfin vu son visage. Mon Dieu, je la connaissais. Pas comme une amie. Cela aurait été une forme de pitié. Non, elle était pire. Élodie, la collègue de mon mari, celle dont il prétendait qu'elle ne lui parlait que de dates limites de projets et de stratégie marketing pour leur cabinet de conseil. La femme qui se tenait toujours un peu trop près lors des dîners d'entreprise, dont le parfum entêtant collait à ses vêtements bien après son retour à la maison. La même femme pour laquelle il jurait que je me faisais des idées. La voir entrer dans notre appartement avant même qu'il ne soit à nous ressemblait à un coup de poing entre les côtes. Mais ce n'était pas seulement de la trahison. C'était de la planification. C'était de la coordination. C'était intentionnel. J'ai mis la vidéo en pause, les mains tremblantes. Mon esprit est revenu sur les 6 derniers mois. Ces heures supplémentaires soudaines, les appels téléphoniques secrets sur le balcon, la façon dont il se précipitait pour faire taire les notifications de son iPhone, son insistance sur le fait que nous avions besoin d'un plus grand espace rapidement, comme si quelqu'un nous poursuivait. Ou peut-être qu'il poursuivait autre chose. Plus je revoyais les conversations dans ma tête, plus la fissure s'élargissait, la façon dont il m'accusait d'être trop sensible. La façon dont les yeux d'Élodie le suivaient comme si elle possédait une part de lui. La façon dont il riait un peu trop fort à ses blagues, comme s'il la laissait entrer dans un secret dont je n'avais pas le droit de faire partie. J'ai appuyé à nouveau sur lecture. Élodie s'avançait plus loin à l'intérieur, lui souriant. Il a refermé la porte derrière eux et l'a verrouillée. Au moment où il a tourné la clé, quelque chose en moi s'est tordu. Pas seulement de douleur, mais de reconnaissance. J'avais déjà ressenti ce verrouillage auparavant. Pas physiquement, mais émotionnellement. Chaque fois qu'il m'excluait avec un mensonge décontracté. Chaque fois qu'il rejetait une inquiétude en disant « Camille, tu imagines des choses ». Chaque fois qu'il me faisait douter de ce que mes propres yeux voyaient. Sur la vidéo, Élodie s'est dirigée droit vers le salon, l'endroit même où, pendant la pendaison de crémaillère, elle m'avait serré un peu trop fort dans ses bras en murmurant « Tu as de la chance, c'est un sacré parti ». Maintenant, je comprenais le petit sourire suffisant sous ses paroles. Ils se déplaçaient dans l'appartement comme s'ils y étaient venus une 12aine de fois. À l'aise, entraîné, routinier. Mon cœur tambourinait alors que je le regardais ramasser un jeu de clés sur le comptoir de la cuisine une semaine entière avant qu'il ne prétende que l'agent immobilier les lui avait remises. Puis est venue la partie qui m'a écrasé plus que tout. Il s'est appuyé contre le plan de travail de la même manière qu'il s'appuie quand il me parle, sauf que ses yeux étaient plus doux, plus chaleureux. Il a tendu la main, a glissé une mèche de cheveux d'Élodie derrière son oreille et a dit « Encore un peu de patience, elle ne se doutera de rien, je te le jure ». La pièce autour de moi s'est figée. Parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que ce n'était pas une simple liaison. C'était un plan.
J'ai appuyé à nouveau sur lecture, la respiration courte, me préparant au pire, mais rien ne m'avait préparé à ce qui allait suivre. L'angle de la caméra a changé comme si celui qui enregistrait cela voulait que je voie tout. Élodie s'est dirigée vers la chambre, notre chambre, en riant alors qu'elle ouvrait la porte. Mon mari a suivi, déboutonnant sa chemise, en disant « Une fois que l'appartement sera à son nom, nous serons tranquilles, elle ne saura jamais ce qui lui arrive. » Ma vision s'est brouillée. J'ai dû m'agripper à la table pour rester debout. Puis la voix d'Élodie, dégoulinante de moquerie. « Pauvre Camille. Pensait-elle vraiment que tu avais acheté cet endroit pour elle ?» Il a ri. Il a vraiment ri. Le même rire chaleureux et doux qu'il utilisait avec moi quand il me surprenait avec des fleurs. Puis il a ajouté presque fièrement. Elle était la partie la plus facile de tout ça. Elle fait trop confiance. Quelque chose s'est brisé en moi. Pas mon cœur, pas mon espoir. Quelque chose de plus profond. La vidéo continuait, chaque seconde plus humiliante que la précédente. Il touchait le miroir que j'avais choisi, commentait à quel point ses goûts étaient ennuyeux, et s'allongeait sur le lit où nous venions de dormir lors de notre première nuit dans l'appartement. Mais le coup final fut plus cruel que tout. Élodie a ramassé ma photo encadrée sur la table de chevet et a dit « Débarrassons-nous de ça, elle n'en aura pas besoin là où elle va. » La vidéo s'est coupée sur un écran noir. Mes mains sont devenues froides parce que cette dernière phrase ressemblait à une menace. Pendant un long moment, je n'ai pas bougé, je n'ai pas respiré, je n'ai pas pensé. Le genre de calme qui survient juste avant qu'une tempête ne décide dans quelle direction éclater. Mon mari ne m'avait pas seulement trahi. Lui et Élodie préparaient quelque chose de plus grand, quelque chose qui impliquait l'appartement, la paperasse, mon nom, et Dieu sait quoi d'autre, et la note sur la clé USB, alors tu comprendras pourquoi il était si pressé d'acheter l'appartement. Ce n'était pas un avertissement sur une liaison. C'était un avertissement sur une escroquerie. Je me suis laissé tout ressentir, l'humiliation, la rage, le chagrin, jusqu'à ce que cela se transforme en quelque chose de plus propre, de plus froid, une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. S'il pensait que j'étais une proie facile, s'il pensait que je faisais trop confiance, s'il pensait que je ne remarquerais rien, il ne me connaissait pas du tout. J'ai ouvert notre classeur de documents. Chaque papier que nous possédions y était, les documents de l'hypothèque de 350 000 €, les assurances, les relevés bancaires. J'ai cherché des anomalies et cela n'a pas pris longtemps. C'était là, un formulaire d'avenant non signé qui transférerait discrètement toutes les responsabilités financières sur moi si quelque chose lui arrivait. Une mise en scène, un piège, un avenir où je me retrouverais seule avec la dette et le blâme. Mes mains ont cessé de trembler parce que maintenant je savais exactement comment les détruire légalement, chirurgicalement, magnifiquement, et la première étape allait lui faire plus de mal qu'il ne l'aurait jamais imaginé. J'ai commencé par le silence, celui qui énerve les coupables. J'ai agi normalement ce soir-là, j'ai préparé le dîner, je l'ai interrogé sur sa journée chez Business Solutions, j'ai même souri quand il m'a embrassé le front. Il n'a pas remarqué la façon dont je l'observais, mémorisant chaque mensonge qu'il répétait. Élodie lui a envoyé 2 SMS pendant le dîner. Il retournait son téléphone face contre terre à chaque fois, murmurant « des trucs de boulot ». J'ai failli rire. Pendant ce temps, ma vengeance était déjà en marche. Ce matin-là, j'avais consulté un avocat en toute confidentialité. J'avais apporté la clé USB, les documents falsifiés et une liste de transferts bancaires suspects que j'avais découverts. L'avocat n'a pas scié. Madame, ce n'est pas de l'infidélité. C'est un abus de confiance prémédité et une tentative d'escroquerie financière. Exactement ce que j'avais besoin de faire documenter. Ensuite, j'ai contacté l'agent immobilier de l'agence Century 21. Elle avait encore les registres d'entrée. Lorsqu'elle m'a montré les dates auxquelles mon mari avait accédé à l'appartement avant l'achat, ses sourcils se sont haussés. Est-ce que quelqu'un était avec lui ? Ai-je demandé doucement. L'agent a hésité, puis a hoché la tête. Parfait. Un autre témoin. Au moment où je suis rentrée à la maison, tout était prêt. Un filet juridique si serré qu'il ne pourrait pas s'échapper par une seule maille. Cette nuit-là,
pendant qu'il prenait sa douche, j'ai placé une enveloppe Kraft sur son oreiller. À l'intérieur, des copies du rapport de l'avocat, les registres d'entrée, une capture d'écran de ses tentatives de transfert et une note. Je ne suis pas aussi facile que tu le pensais. Je me suis assise dans le salon en attendant qu'il la trouve. Au moment où il est sorti de la douche, j'ai entendu le froissement doux et confus de l'enveloppe, puis le silence. Un silence long et lourd, celui qui vous dit qu'un homme vient de regarder sa vie basculer. Camille, c'est quoi ça? Sa voix n'était pas en colère. Elle était terrifiée. Je ne me suis pas précipitée. Je n'ai pas levé les yeux vers lui immédiatement. Je l'ai laissé rester là, l'eau dégoulinant sur le parquet, serrant les papiers avec des mains tremblantes. Tu as agi dans mon dos, a-t-il bégayé. J'ai enfin croisé son regard. Non, Bastien, c'est toi qui l'as fait. Son visage s'est décomposé. La culpabilité d'abord, puis la panique, puis la bousculade désespérée d'un homme perdant le contrôle. Camille, écoute. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense. Je l'ai coupé calmement. Toi et Élodie aviez prévu de me piéger financièrement. Tu as accédé à l'appartement avant que nous ne l'achetions. Tu as falsifié des documents. Tu as menti de manière répétée. Il a fait un pas en avant, implorant, maintenant Camille, s'il te plaît. Je peux tout expliquer. Tu ne peux pas partir. Pas comme ça. Oh, je ne pars pas, ai-je dit doucement. C'est toi qui pars. La confusion a traversé son visage. Quoi? J'ai fait un geste vers la porte d'entrée. 2 policiers en uniforme se tenaient à l'extérieur, attendant. Mon avocat avait tout organisé. Documentation, preuves, timing. Ceci, ai-je chuchoté, est le moment où tu fais face aux conséquences. Son visage s'est vidé de toute couleur parce que pour la première fois, il comprenait qu'il avait perdu. Les genoux de Bastien ont failli lâcher quand les officiers sont entrés. L'un d'eux lui a lu ses droits tandis que l'autre me remettait une copie du rapport confirmant les chefs d'accusation. Fraude, tentative de coercition et abus de confiance prémédité. Élodie était également nommée dans les documents. Elle serait arrêtée ensuite. Bastien s'est tourné vers moi, les yeux injectés de sang, la voix brisée. Camille, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime. Elle ne représentait rien. C'est là toute la tragédie, ai-je répondu. Tu ne m'as pas trahi par amour. Tu m'as trahi pour l'argent. Alors qu'il l'escortait vers la porte, il a regardé en arrière une dernière fois. Pas en colère, pas arrogant, mais vide. Le genre de vide qui survient quand un homme réalise qu'il a tout misé sur la conviction que sa femme était faible. Il a perdu ce pari. Mais le coup de théâtre est arrivé le lendemain matin. Une deuxième clé USB est arrivée sur le pas de ma porte dans une enveloppe sans inscription. Curieuse et prudente, je l'ai branchée. Une nouvelle vidéo a défilé. Le même couloir qu'auparavant, le même angle, mais cette fois la caméra a tourné, révélant la personne qui enregistrait tout. Le fiancé d'Élodie, un homme dont j'ignorais l'existence. Sa voix est apparue, calme et glaciale. J'ai pensé que tu méritais la vérité avant que je ne les ruine tous les deux. Considère ceci comme mon remerciement pour avoir terminé ce que j'ai commencé. J'ai refermé l'ordinateur portable lentement, sentant le dernier poids s'enlever de ma poitrine. La justice n'était pas seulement la mienne. Elle était partagée. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai enfin respiré librement. Cette histoire nous plonge au cœur d'une trahison qui dépasse le simple cadre de l'infidélité conjugale pour toucher au domaine plus sombre de la manipulation financière et de la préméditation criminelle. Ce qui est particulièrement frappant ici, c'est le contraste entre l'image de la vie parfaite projetée lors de la pendaison de crémaillère et la réalité glaciale des intentions de Bastien et Élodie. En France, la protection du conjoint et la lutte contre les violences économiques sont des sujets de plus en plus médiatisés, et ce récit illustre parfaitement l'importance de rester vigilant, même au sein d'une relation de confiance. Camille ne se contente pas d'être une victime passive, elle transforme sa douleur en une stratégie juridique implacable, rappelant que la connaissance de ses droits est la meilleure des armes.
L'intervention finale du fiancé d'Élodie ajoute une dimension de justice poétique, montrant que les actions malveillantes finissent souvent par être démasquées par ceux que l'on soupçonne le moins. Cette double vengeance, menée dans l'ombre par deux personnes trahies qui ne se connaissaient même pas, souligne une solidarité invisible face à la tromperie. C'est une leçon de résilience et de courage qui nous rappelle que l'intuition est souvent notre meilleur guide. Et vous, que feriez-vous à la place de Camille si vous découvriez une telle machination derrière votre propre projet de vie? Préféreriez-vous une confrontation immédiate sous le coup de l'émotion ou, comme elle, prendriez-vous le temps de construire un dossier solide pour obtenir une justice totale?